Bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet de la série Expérience de la justice française, dans lequel je me propose de faire le récit d'une garde à vue qui s'est tenue il y a un peu plus d'un mois et pour laquelle on m'avait attribué le premier rôle. Il s'agit d'une expérience inhabituelle et intéressante, mais qu'il vaut sans doute mieux faire par procuration à travers mon récit, plutôt que d'avoir à le vivre en direct. En effet, je ne vous le recommande pas. Si vous avez le choix, choisissez plutôt le PubMed par exemple. Après, tout le monde n'a pas la malchance d'être marié à un procureur de la République, mais nul n'étant à l'abri, j'espère que mon récit vous permettra éventuellement, si ça doit un jour vous arriver, d'être un tout petit peu préparé et de savoir un peu plus à quoi vous attendre. Alors cette garde à vue a conduit à une inculpation pour violence conjugale aggravée. Je suis donc invité à comparaître devant une juridiction pénale en avril prochain, en courant, selon les textes, 5 ans d'emprisonnement. Alors ce motif de violence conjugale aggravée était l'un des deux motifs annoncés pour la garde à vue, le second étant la violation d'une interdiction de territoire. J'ai déjà évoqué ce point-là dans ma précédente vidéo. Ce point-là n'ayant pas été longtemps retenu en garde à vue, on en a en cours de garde à vue ajouté un nouveau deuxième, histoire d'appuyer un tout petit peu les reproches qui pouvaient m'être faits et de justifier ainsi l'inculpation programmée. Je vais donc ici vous faire le récit plus ou moins détaillé de cette garde à vue, et peut-être pourrez-vous avoir l'impression avec moi que on est dans ces circonstances peut-être présumées coupables, que impression toujours, que l'enquête est quelque peu à charge, par défaut, et que de simples déclarations vous conduisent de toute façon, quoi que vous puissiez dire, à l'échafaud. En fait, c'est ici une image. Alors je dis de simples déclarations, pas seulement, de simples déclarations et une très opportune ITT de 10 jours. Voilà. Dans un second temps, précisément, dans un second temps de cette vidéo, tout à fait inattendu, je vous présenterai un petit peu quelques éléments de cette expertise médicale et judiciaire qui fixe les 10 jours d'ITT. Vous pourrez peut-être, avec moi toujours, juger qu'il s'agit là, au mieux, d'une mauvaise plaisanterie. Au mieux. Et cependant, cette expertise reste, semble-t-il, tout aussi déterminante pour me conduire directement à la case prison. Voilà. Donc, à nouveau, bienvenue dans ce second volet de la série Expérience de la justice française, intitulé Violence conjugale aggravée, récit d'une garde à vue. Alors tout commence pour moi le vendredi 27 novembre, je crois, au matin, où donc deux gendarmes se présentent à mon lieu d'hébergement, où les polices de France et de Navarre avaient déjà précédemment, ayant cherché à me localiser, donc avaient identifié comme étant mon lieu de logement. Donc deux gendarmes se présentent ce matin-là, et j'apprends, alors pas tout de suite, mais donc j'apprends d'abord que je suis convoqué dès le lundi 30 à la gendarmerie dès 9h,
Et il m'est dit, mais petit à petit, qu'il s'agit d'une garde à vue et que ça durera vraisemblablement toute la journée. Bon, il s'avère que moi, dès le lendemain, j'ai une séance de chimio programmée qui durera elle aussi toute la journée et qui suppose quand même quelques actions de préparation à la veille. Donc, je les invite à reprogrammer la date de cette garde à vue. Ce que donc monsieur l'adjudant, je crois, de gendarmerie aura l'amabilité de faire. Et il me transmettra ultérieurement une convocation pour le jeudi 3 décembre 2020, donc 2 jours après ma chimio. 2 jours après la chimio, c'est pas vraiment la meilleure date, hein, mais ça vaut mieux que la veille, d'autant que finalement cette garde à vue s'étant étendue sur 1 jour et demi, ça serait avéré un petit peu incompatible avec ma chimio du lendemain, on va dire. Voilà, donc c'est le jeudi 3 décembre, au matin, à 9h, que je me présente à la gendarmerie, suivant la convocation. Donc je me gare en face, information par anodine. Et voilà, bon, je suis accueilli. Bien accueilli. Bon, d'une façon générale, pas de scoop ici, j'ai pas été passé à tabac, voilà, disons-le tout de suite. Non seulement l'adjudant qui m'a entendu, et qui a mené, on va dire, cette enquête, interrogatoire, à savoir comment ça s'appelle, mais je dirais toute la brigade, il y a un comportement, je dirais, tout à fait digne de ce qu'on peut attendre d'un tel corps de la République. Et en tout cas de ce que moi je pouvais en attendre et de l'image plutôt positive que j'avais de ce corps militaire et à la fois, comment dire, en contact direct avec la vie intérieure de notre société, pour un corps militaire. Et d'un corps qui donc, à mes yeux, jusqu'ici, faisait preuve d'un assez notable sens de l'État. Je tiens à dire que je l'ai à nouveau constaté. Voilà, ça mérite d'être souligné parce que par ailleurs, j'aurais quelques raisons de mettre en garde mes concitoyens par rapport à certains travers, malgré tout, de ce genre d'exercice. Voilà. Donc j'arrive et tout de suite on m'explique ce que je fais là, quelles sont les raisons de ma convocation. C'est une garde à vue. On est dans un cas de privation de liberté et puis surtout on a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il s'agit de savoir tout de suite en vertu de quoi. Alors on m'explique un petit peu ça. Il s'agit donc comme déjà annoncé, il y a 2 motifs de convocation jusqu'ici. Violence conjugale aggravée d'une part et non-respect d'une interdiction judiciaire de territoire d'autre part. Bon, on traite assez rapidement peut-être pas dans la matinée, peut-être l'après-midi. Mais bon, l'interdiction de territoire va pas faire un pli, puisque, bon, comme déjà évoqué en première vidéo de cette série, rien n'avait été fait pour que je puisse être au courant de cette interdiction. Je dirais plutôt, il avait été fait le nécessaire pour que je ne sois pas au courant. Donc on pouvait difficilement me reprocher d'avoir appris cette interdiction de territoire sur les lieux qui m'étaient interdits. Voilà, bon, ce second motif fera pas un pli, mais je crois qu'il sera traité seulement dans l'après-midi. Dans la matinée, on m'informe juste des motifs de ma convocation. Alors pour ce qui est du premier point,
Il s'agit de violence conjugale aggravée. 5 ans encourus donc. Bon, pas tout à fait anodin. Je dirais même que c'est grave. Et donc on m'explique qu'en fait il y a 10 jours d'ITT, alors c'est quoi, incapacité temporaire totale, un truc comme ça, 10 jours. Et donc ça permet d'évaluer, comment dire, et le préjudice de la prétendue victime et les torts, l'ampleur du préjudice occasionné par le coupable des faits. En l'occurrence, c'est moi, premier rôle. Premier rôle. Donc, voilà. On m'explique que madame est allée voir un psychiatre expert et que celui-ci lui a fait ses 10 jours d'ITT. C'est un fait acté judiciaire, déjà, je dirais, ou qui permet d'acter des choses en justice. J'imagine qu'elle a aussi été arrêtée, concrètement, pendant 10 jours supplémentaires. Voilà les faits qu'on me reproche. Donc là, je reste un peu perplexe tout de même. Et je demande à M. l'adjudant un petit peu plus de détails, parce que jusqu'ici, je ne vois pas en quoi je suis concerné, nécessairement concerné. Madame va voir un psy. Ok, c'est le bon psy, c'est un psy, expert judiciaire, tout ça, très bien. Elle lui dit ses malheurs. Il lui fait 10 jours d'ITT. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce qui m'est reproché? Parce que jusque-là... Alors ça, c'est un fait qui sera quand même une constante sur un jour et demi de garde à vue, c'est que M. l'adjudant perçoit pas réellement quel est l'objet là de ma demande. L'ITT est déjà un fait suffisant. Voilà, l'infraction est constatée, chiffrée, évaluée, et le présumé coupable est devant lui, point à la ligne. Donc voilà, je suis supposé savoir ce qu'on me reproche à ce stade. Ça évoluera pas beaucoup durant un jour et demi de garde à vue. Donc voilà, passé 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus. Bon, il me fait signer, on vous fait signer beaucoup de choses au cours d'une garde à vue. À plusieurs reprises, on vous fait signer un certain nombre de pages qui sont mises à jour au fur et à mesure de la garde à vue, et sur lesquelles, par page, on vous demande plusieurs signatures. Il y a un certain nombre de paragraphes et on vous demande d'acter un certain nombre de choses. Alors on pourra comprendre pour un certain nombre d'entre elles, on vous demande de bien vouloir signer et donc reconnaître que, par exemple, vous avez eu des temps de pause. On ne vous a pas harcelé pendant 12 heures d'affilée jusqu'à, arriver à vous épuiser pour obtenir de vous des aveux. Bon, non. On vous a accordé des temps de pause, ainsi de suite. On vous a proposé, par exemple, de vous fournir un déjeuner entre midi et 2. Donc, ça m'a bien été fait, invitation que j'ai déclinée, parce que j'aurais risqué de leur saloper les locaux, quoi. 2 jours après ma chimio, déjà là, j'ai passé pas la plupart du temps, mais j'ai eu besoin de multiples reprises de sortir prendre l'air, on va dire, ou de me précipiter, ou d'aller, on va dire, avec une certaine urgence, respirer un petit peu l'air extérieur à la fenêtre, enlever ce masque, parce que bon, il y a ça en plus, et respirer un petit peu pour faire passer mes nausées. Voilà. Mais néanmoins, on m'a effectivement proposé donc de me procurer un déjeuner. Et donc, bien sûr, ça c'est des points que je signe et que je reconnais. Donc, on va vous inviter comme ça à signer des documents sur lesquels se succéderont un certain nombre de paragraphes assez courts et qu'on vous demandera de bien vouloir parapher. Des formalités de garde à vue, compréhensibles. Ils font ça correctement. Dans cet espace de privation de liberté, privation de liberté d'une part, et puis potentiellement aux conséquences graves pour votre vie ultérieure et votre liberté ultérieure, il est important de pouvoir vous garantir que certaines procédures, en fait, que vos droits sont préservés, y compris dans ce contexte-là, et c'est ce qu'on vous demande de signer. Il est légitime qu'on vous demande de le valider. Bon, moi j'ai pas eu de souci à signer ces choses-là.
Alors, cependant, il y a un paragraphe quand même qui devait être 10h30 peut-être, de la première matinée à ce moment-là. Et il y a un paragraphe qui me choquait un petit peu, donc je comprenais plus ou moins que c'est bon, je savais ce qu'on me reprochait, les trucs et tout, la qualification pénale, ainsi de suite. Je savais toujours pas ce qu'on me reprochait. Madame, elle est allée voir un psy, elle lui a dit j'ai des bobos, il est pas gentil avec moi. 5 ans encourus, quelle est la blague, quoi. Je sais toujours pas ce qu'on me reproche. Concrètement, j'ai fait quoi à madame, moi? Je suis supposé avoir fait quoi à madame? J'ai pas eu, au moment de signer ce paragraphe, j'ai pas eu l'occasion de demander clarification parce que monsieur l'adjudant, ça n'a pas été un de ses meilleurs moments, s'est énervé, m'a-t-il semblé. Vous verrez que tout ça mérite d'être corrigé. Et en tout cas, c'est mis à crier. Là, il était entendu par toute la brigade. Bon, je lui dis, mais c'est pas la peine de crier, c'est pas ça qui va me faire signer. Je veux une explication, une clarification. Je ne crie pas, je hausse le ton. Ça doit être la formule, obligée. Une force de l'ordre en garde à vue ne crie pas, il hausse le ton. Très bien. Eh ben, c'est pas la peine de hausser le ton, c'est pas ça qui me fera signer. En fait, bon, il était peut-être un peu pris dans son jeu, parce que je sais pas, moi j'ai rien à reprocher à ce monsieur, hein, encore une fois, il a fait son job. Il était peut-être un peu pris dans son jeu, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était savoir si, comment dire, si je pouvais apposer ma signature au pied de ce paragraphe, où j'étais supposé savoir je savais toujours pas ce qui m'était reproché. Je savais toujours pas, ouais, je savais que elle avait fait une ITT, et c'est moi qui me la prenais sur la gueule. Et à part ça, elle avait obtenu. Qu'est-ce qui m'est reproché? Et je devais signer un truc, là, où, me semblait-il comprendre, je savais ce qui m'était reproché. C'était pas le cas. Alors ça, c'est pas la première fois dans ma vie qu'on m'explique, qu'on cherche à me convaincre, en fait, qu'il faut que je signe un truc, que c'est une pure formalité, et que je n'ai pas à réfléchir. Et que c'est contrariant et énervant que je me permette de ne pas signer. La bonne blague. On vous demande de signer un truc, mais c'est une formalité, vous n'avez pas à réfléchir, mais que quelqu'un d'autre le signe alors. Je comprends pas. Si c'est une formalité, j'ai pas besoin de m'engager, moi, par ma signature. Donc je trouve assez douteux que, y compris en garde à vue, on ait ce genre d'attitude. Mais bon, c'est pas la première fois de ma vie que je suis confronté à ce genre de, comment dire, d'étonnantes exigences, hein. En l'occurrence, là, je les trouve quand même assez déplacées. Tout de même. Bon. Je vais pas signer, bien sûr. Il me disait, bah sinon, vous n'avez qu'à cocher refus de signature. Non, il ne s'agit pas de refuser de signer. Je me reconnais pas dans ce paragraphe. C'est tout. Et si j'ai pas le droit de poser une question pour demander de quoi il s'agit et qu'est-ce que je suis supposé valider là exactement, bah, je valide rien, parce que pour moi, ça ne me convient pas. Mais je suis pas non plus dans le refus. Bien, cette attitude qui me semble quand même un tout petit peu inopportune de la part de monsieur l'adjudant, en tout cas, qu'a fait avancer le schmilblick. J'ai jamais signé ce paragraphe, ni sur sa version, ni sur la version suivante. Bon, elle s'explique peut-être un peu, mais ça, je l'ai vu après, par le fait qu'en fait, là, il était déjà prévu que je sois déféré, je crois, en tout cas que je sois amené entre deux gendarmes, menant au point, normalement, en consultation chez un psy. Donc voilà, je suppose en fait, comment dire, le fait que finalement on n'avait que quelques minutes devant nous, que l'heure de ce départ, dont je savais rien, enfin il l'avait annoncé peut-être précédemment. Donc voilà, l'heure de ce départ arrivant, il s'est un peu énervé parce que lui il voulait obtenir toutes ses signatures et toutes ses formalités, hop, avant que je ne parte pour une autre ville, voir ce psychiatre expert auprès de la cour d'appel. Voilà, donc, bon, à sa décharge, un petit peu, pour lui, effectivement, c'était peut-être qu'une formalité. Formalité, à peine une formalité. Bon, néanmoins, à sa décharge, je ne veux pas accabler monsieur l'adjudant. En même temps, il était un petit peu dans son rôle, j'imagine qu'il faut toujours en garde à vue, il faut toujours qu'il y ait un moment où on hausse le ton. Bon.
faut pas se laisser impressionner. Hein. Il s'agit ni là ni ailleurs de signer un truc où on n'est pas sûr de pouvoir assumer cette signature qui nous engage. Bien. Donc je vais donc incessamment être conduit sous bonne escorte chez un psy pour expertise dans le cadre de cette garde à vue. Avant la suite de mon récit, je voudrais revenir sur 2 points qui me semblent importants. Dès le début d'abord de la garde à vue, assez tôt dans la première matinée, il y a un médecin. On fait venir un médecin pour attester que vous êtes bien en état de subir cet exercice. Il s'agit là encore d'une garantie voilà, pour l'entendu, on va dire, pour le convoquer. Bon, en France, moi, je lui ferai savoir, puisqu'on évoque ma chimio de l'avant-veille, qui réduit donc quand même inévitablement mes capacités, bon, en tout cas mon état, hein, d'une façon générale, donc potentiellement mon aptitude à cet exercice. Moi, je lui fais savoir que je tiens absolument à être entendu, à savoir ce qu'on me reproche, à être entendu, à pouvoir me justifier. Donc, contrairement à ce que souhaite nouvellement faire valoir mon épouse et ici prétendue victime, donc elle cherche à me présenter comme, comment dire, sinon un dangereux terroriste, un petit peu par ailleurs, mais en tout cas comme comment dire, un allergique aux institutions, voilà, comme un opposant bon, à la République, quoi, d'une façon générale, un antisocial, quoi, et en tout cas absolument anti-institution. Ben, il se trouve que c'est loin d'être le cas, sans doute beaucoup moins qu'elle d'ailleurs, sauf que moi je suis pas un suiveur béat. Voilà, bon, c'est vrai, mais c'est en quoi, je crois, je suis précisément de ce point de vue-là, honorable citoyen. Je suis exigeant par rapport à mes institutions auxquelles je tiens, mais précisément avec exigence. C'est dire la haute opinion que je veux pouvoir avoir de mes institutions. Et là, en l'occurrence, je veux avoir foi dans la justice de mon pays et je tiens à être entendu. Donc ce médecin, malgré comment dire, mes antécédents immédiats, donc cette chimio de l'avant-veille, malgré mon état, du coup, un petit peu amoindri, bon, elle constate néanmoins que je peux me tenir debout, que je l'ai réveillé, enfin bon, globalement, je suis quand même effectivement apte à l'exercice, mais elle tient surtout compte de ma volonté à jouer le jeu, à participer, on va dire, à cette garde à vue. Voilà, et donc elle me déclarera apte, mais tout en précisant que si, comment dire, mon état évolue, il faut que je la fasse rappeler pour qu'elle mette un terme à cette garde à vue, ce que je ne ferai pas. Alors même que, bon, la journée ne sera pas toujours très facile, du point de vue simplement de, comment dire, de ma santé et de ces nausées un petit peu continues. Voilà pour le premier point. Néanmoins, formalité importante, le passage du médecin. Et deuxième point qui mérite d'être souligné, c'est que déjà à ce moment-là, et ça ne sera pas la seule fois, je crois, sur la garde à vue, monsieur l'adjudant me signale, me confirme qu'en fait, les déclarations de madame suffisent et qu'elle n'a aucune preuve ou justification à fournir. Donc ça me laisse un peu pantois, parce que bien que n'étant pas juriste ni très intéressé jusqu'à récemment par le domaine du droit, il me semblait quand même que en droit français, la charge, en droit français tout au moins, j'espère que c'est comme ça un peu partout, la charge de la preuve est à l'accusation quand même. Pour mettre quelqu'un en cause, il faut apporter des éléments.
qui rendent le truc un tout petit peu crédible. C'est pas c'est pas à chaque fois à l'accusé d'aller prouver qu'il est pas coupable, quoi. Sans que quelque élément ait été fourni pour le mettre en cause précédemment. Oui, c'est comme ça qu'il me dit ça. Alors, je suppose qu'il faut comprendre que les éléments qu'elle apporte sont d'ores et déjà suffisants. Sauf que jusqu'ici, les éléments qu'elle apporte, c'est juste l'ITT de 10 jours, quoi. Pour autant que je sache. Donc, elle n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit d'autre. Ça me laisse un peu sur le cul, si je peux le dire comme ça. Pantois, pour le dire plus correctement, quoi. Ça choque pas, monsieur l'adjudant. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est que lui, ça le choque pas de dire ça comme ça. Et c'est lui qui est en charge de l'interrogatoire ou de l'audition, je sais pas comment on nomme ça. Et donc de rassembler les éléments pour madame la substitute du procureur qui pilote la garde à vue quand même à distance. Parce que c'est un autre point que j'ai pu constater, c'est que c'est à la demande des services du procureur qu'est menée la garde à vue, et en fait c'est sous le pilotage à intervalles réguliers de ces services que ça se passe. Monsieur l'adjudant, là en l'occurrence, c'était quelque part un simple exécutant, quoi. Voilà. Donc ça se passe sous le pilotage d'une collègue et homologue directe de la plaignante, ou en tout cas non, de la... je suis pas sûr que la pénale, ça soit une plaignante. Non, c'est les services du procureur qui se saisissent d'un acte inadmissible dans notre société, et donc mon épouse en l'occurrence, elle aussi substitut le procureur, elle n'est pas plaignante, elle est prétendue victime. Voilà, de moi. Et c'est un peu tout le débat, hein, elle n'est pas prétendue victime de... de quelques actes précis de ma part, elle est prétendue victime de mon existence à ses côtés. C'est un peu au sortir, et non seulement de ce parcours pénal jusqu'ici, mais du parcours en civil, il s'agit de ça. Il n'y a pas trop grand-chose, à part du pipeau, enfin des faux, des accusations fausses, dont certaines tellement éhontément que je peux prouver qu'elles sont fausses. Mais voilà, d'une façon générale, c'est mon existence qui pose problème. J'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente l'ordonnance de disparition quand on m'impose. Voilà, il s'agit de trucs aussi généraux et assez inconcevables et me semble-t-il inadmissibles que ça. Voilà. Donc, point notable, même si votre épouse n'est pas dans les services du procureur de la République, vraisemblablement, vous serez confronté à la même chose, surtout si on est dans le cadre des violences conjugales, puisqu'il semble que l'air du temps aille à ça, le lynchage collectif, quoi. On en pointe un du doigt, on en pointe un autre du doigt, on en pointe un troisième du doigt, et chacun d'entre eux, de toute façon, est a priori coupable, parce qu'il faut du lynchage en masse aujourd'hui. C'est comme ça, il y avait un phénomène sans doute réel et regrettable auquel il convenait de mettre un terme, et c'est l'opportunité, et c'est une fantastique opportunité pour certaines de se débarrasser comme ça à peu de frais, en tout cas avec une facilité révoltante, d'un homme dont elles souhaitent la disparition, ou auquel tout au moins elles souhaitent porter préjudice. Dans mon cas, c'est, je pense, surtout la disparition qui motive. Mais peut-être pas seulement. Voilà donc pour ces 2 points, cette parenthèse un peu longue. Alors, suite du récit, dans mon cas, du coup, on va m'amener, subir l'expertise d'un psychiatre expert auprès de la cour d'appel pour, peut-être acter que de toute façon, il y a quelques pathologies psychiatriques qui peuvent d'ores et déjà expliquer tous les faits qu'on me reproche. Donc ça, en l'occurrence c'est dans une autre ville, c'est à Dax, où se trouve le tribunal judiciaire. Et donc c'est entre
2 gendarmes sous bonne garde que je vais y être conduit, parce que, nouveau point important sur la garde à vue, il s'agit d'une garde à vue. Et en effet, à l'exception des toilettes, vous êtes gardé à vue continuellement, sous bonne vue et sous bonne garde, à tout moment. Quand je me penchais à la fenêtre, j'aurais pas pu sauter par la fenêtre. Voilà, hein. Ou je serais pas allé bien loin, bon, ça, c'est sûr, non. Bon, c'est une garde à vue. Voilà, et donc, bien entendu, quand vous êtes amené à quelque endroit, c'est sous bonne garde. Et donc là, en l'occurrence, il y a sur le coup des 10h30, quelque chose comme ça, il y a 2 gendarmes qui déboulent, et le plus capé, semble-t-il, d'entre eux, me demande si je suis digne de confiance. Donc là, surpris tout de même, je lui dis, regardez où je suis. Je suis en garde à vue, il me demande si je suis digne de confiance. C'est surprenant, donc j'ai pas eu le cœur à le rassurer. Mais, enfin. Bon, ceci dit, il devait pas me juger par ailleurs trop inquiétant, puisque la question était de savoir s'il me mettait les menottes. Il allait me sortir de la gendarmerie, me mettre dans un véhicule de gendarmerie, il allait faire un certain nombre de dizaines de kilomètres pour aller jusqu'à l'autre ville, ainsi de suite, et là-bas, les rues, le truc, enfin bon. Normalement, tout ça, c'est menottes au poing. Au poignet. Bon, en l'occurrence, il n'a pas jugé bon, même si je n'ai pas cherché à le rassurer, il n'a pas jugé bon de me mettre les menottes, il ne devait pas me juger inquiétant. Alors que par ailleurs, je veux dire, depuis le 16 septembre dernier, et encore quelques heureuses initiatives de mon épouse, je suis fiché nationalement, de mon épouse, non, de la collègue qu'elle a choisi pour traiter le sujet, je suis fiché nationalement et interdit de port d'armes, toute catégorie, enfin, et vraisemblablement, je suis un personnage dangereux. Lui, il n'a pas jugé, alors que, encore une fois, lui, comme les autres, je les ai trouvés parfaitement professionnels tout le long de cette garde à vue d'1 jour et demi. Hein. Voilà, donc c'est sans les menottes que j'ai été amené durant toute cette garde à vue à un endroit ou à un autre. Donc voilà, bon, on m'amène chez le psy, voilà, bon, il signale rien, il n'a rien à signaler, point. Bon, dans mon cas, il n'y a rien à dire sur le passage chez le psy. Mais c'est néanmoins important parce que derrière, le lendemain, le procureur requerra quand même que je sois contraint à une obligation de soins. Alors que le psy expert, elle n'a rien de psy, elle, je suppose. Mais il faut bien absolument que, puisque je suis coupable, qu'on puisse expliquer ma culpabilité. Parce que j'ai vécu 30 ans avec cette femme. Au bout de 10 ans, elle m'a demandé en mariage, si j'ose dire. C'est pas trop mon truc. Donc je lui ai concédé ça, le mariage. Puis après, elle m'a demandé... Enfin, on a eu 3 enfants ensemble. Il n'y a jamais eu aucun signe quelconque, nulle part. Elle s'est jamais plainte de rien, et personne dans notre entourage, proche ou lointain, n'a jamais signalé quelques signes de violence, d'irrespect de ma part, de quoi que ce soit. Donc il faut bien expliquer que tout d'un coup, monsieur soit capable de tels agissements. Mais quels agissements? Bon, elle me dit nuisible à son égard. Ah oui, mon existence est devenue nuisible à son égard. Elle veut se débarrasser de moi. Donc il faut toujours cette explication in fine. Monsieur, il a dérapé, il a perdu les plombs d'un point de vue psy. Donc c'est important quand même. Ce psy-là, il n'a rien trouvé à dire sur moi. Il n'a pas noté de pathologie ou de signes pathologiques particuliers, quoi. Alors qu'il savait très bien ce qu'on attendait de lui. Hein. Bon, je lui ai été amené dans le cadre d'une garde à vue pour violence conjugale aggravée. Violence psychologique. Voilà. Ça c'est pour le psy. Bon, quoi d'autre de notable ensuite dans la garde à vue l'après-midi, c'est important aussi ça tout de même, on vous demande dès le début si vous voulez être assisté d'un avocat.
Dans mon cas, commis d'office. Et voilà, ça c'est important. Donc l'avocat arrivera dans l'après-midi. Et donc j'aurai droit, là, dans l'après-midi, à un tout petit peu plus d'éléments. Et alors, de mémoire, tout ce que j'ai comme élément, en fait, par rapport à ces violences conjugales, à ces accusations de violences conjugales, qui se trouvent être aggravées du fait d'une ITT de 10 jours, donc qui se trouvent être qualifiées de aggravées, et donc au lieu de 3 ans, je crois, pour violence conjugale, là, aggravé, c'est 5 ans. Et tout ce que je sais, tout ce que j'apprends, finalement, de ce dont je pourrais être coupable, concrètement, je veux dire, coupable a priori, j'ai compris, mais coupable dans les faits, sur des accusations précises, d'actes dont j'aurais à répondre. Alors d'abord, quand on pète la gueule à quelqu'un, c'est à tel endroit, à telle date. Si vous étiez, en visite en Californie à ce moment-là, ça peut pas être vous, quoi. Hein, ok, vous étiez pas sur le lieu du crime. Donc voilà, on vous reproche quand même une date, un lieu. Alors moi, c'est depuis 2015, je sais pas pourquoi 2015, parce qu'elle est, je verrai après, elle est née 2013. Bon, monsieur l'adjudant, lui, il retient 2015. Alors de 2015 à aujourd'hui, donc sur 5 ans, et donc sur les lieux de Épinal, Nancy et la ville actuelle, où elle a été mutée à l'été 2020. Voilà. Ville dans laquelle moi je n'ai mis les pieds que le 1er septembre pour la rentrée scolaire. Donc au moment où elle faisait son ITT, où elle faisait, je sais pas, ses plaintes à main courante et tout ça, je n'avais pas mis les pieds dans cette ville depuis plus de 10 ans. Donc, mais néanmoins, bon, tous ces lieux de résidence successifs, et comme ils remontent qu'à 2015, il inclut pas le lieu de résidence précédent qui était Pessac, près de Bordeaux, où on a, pour ainsi dire, toujours vécu en famille. Sinon, ça aurait inclus ça aussi, voilà. Bon, c'est partout, en tout lieu et à tout moment. Comment dire, je peux pas dire j'étais pas là. Enfin, et c'est quand même, ouais, ça a quelque chose de risible quand même, même si derrière les conséquences sont graves, ça a quelque chose de risible, je trouve. C'est d'abord le cadre, date, lieu, c'est celui-là, voilà, celui de ma mise en cause. Ça passe partout. Ensuite, pour les faits, je sais pas, violence psychologique, quoi. Pas été gentil. J'en sais pas plus. Et, de mémoire, tout ce à quoi j'ai eu droit, c'est lecture de déclarations de mes enfants. Et alors, de mémoire, de mes 2 enfants mineurs. Seulement, l'aîné étant majeur. Alors, je sais plus, des trucs sur cette période-là. Je sais pas, un jour j'ai vu papa se curer le nez, bon c'est pas ça, mais un jour papa il a crié. Ben ouais, c'est possible ça. C'est possible ça arrive, papa il crie. Je sais pas, bon, on fait ressortir aux enfants. Hein. Aux enfants. Aux enfants. Pour envoyer papa en prison potentiellement pour 5 ans, on fait sortir des saloperies pareilles aux enfants. Et ça pèse super lourd, ça. C'est pas que ça soit choquant. C'est que ça pèse super lourd. Donc, monsieur, d'ailleurs, il me lit que ça, quoi. Alors que franchement, moi, tout ce que je retiens de ces 2 déclarations, je sais pas dans quel contexte elles ont été faites, je sais pas si c'était des déclarations, librement énoncées de la part des enfants, si maman n'était pas à côté, comme il semble que ça soit absolument toujours le cas, que ça ait toujours été le cas. Moi, toutes les pièces en justice que j'ai vues, c'est en présence de maman. Ah ouais. Jamais été entendu, mes gosses. Jamais. Mais, quel collègue de maman est intéressé par le fait d'entendre mes enfants dans un contexte
leur offrant quelques libertés d'expression, et puis surtout permettant d'aller au-delà de ce qu'ils se sentent obligés de dire, par fidélité vis-à-vis de la mère, dans cette situation où clairement elle a choisi que ce soit une situation d'opposition, une situation conflictuelle. Bon, ils se sentent forcément obligés d'une certaine fidélité vis-à-vis d'elle, mais surtout en ayant été absolument coupé d'absolument tout contact avec papa, aujourd'hui depuis plus de 15 mois. Donc il faut quand même une audition, comment dire, avec une certaine vraie, honnête volonté d'aller voir derrière les premières paroles pilotées de l'enfant, même hors de la présence de la mère, hein, il faut aller voir derrière ce qu'il peut en être. Voilà, en l'occurrence, mon petit, lui, ce que je retiens de sa déclaration, ce qu'il finit par dire, mon papa me fait peur, mais pas trop. Lui-même, il met tout de suite ce qu'il y a à lire derrière le propos piloté. Il sait qu'il est là pour dire « mon papa me fait peur ». Il ne peut pas s'empêcher de rajouter « mais pas trop ». Ben, mais pas trop, ça fait 15 mois qu'il n'a pas le moindre contact avec moi. Pas le moindre contact, pas la moindre information. Mais pas trop. Bon, c'est tout ce que je retiens. Donc, vraiment, je me retrouve là. Comparaître pour violence conjugale aggravée. Parce que j'ai vécu avec cette femme sur ces années-là, alors depuis 2015 ou depuis 2013. Et c'est vrai, ça j'avoue, j'ai vécu avec cette femme. Et depuis bien avant, depuis 30 ans. Voilà. Mais je suis quand même convoqué au tribunal, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, dernier point notable sur le déroulé de la garde à vue, deux, trois petits points quand même. Alors, point notable, comment dire, la convocation, le motif de garde à vue concernant le non-respect de l'interdiction du territoire. Bon, il n'a pas fait un pli. Donc, je suppose que ce retour a été fait par monsieur l'adjudant à madame la substitute du procureur qui pilotait la garde à vue, et c'est mon interprétation, c'est ma supposition, hein, elle s'est sentie obligée, de trouver alors quelques motifs alternatifs et supplémentaires, et donc elle a sorti du dossier de madame une accusation qui elle date du mois d'août, une accusation de menace de mort. Voilà, je l'aurais menacé de mort. Alors, ai-je appris, posant des questions Donc ça s'est arrivé dans l'après-midi, parce que tout ça a été quand même plus ou moins plié premier après-midi, mon avocate est repartie, il a fallu la rappeler, et il a fallu attendre à 20h qu'elle puisse revenir de Dax, après avoir rempli d'autres obligations. Il a fallu attendre 20h pour reprendre l'audition, disons, sur ce nouveau second motif de convocation, qui était les menaces de mort formulées à mon épouse. Voilà. Voilà. Bon, moi, j'étais plus vraiment en état de dire quoi que ce soit sur ce truc pipeau. Et parce que dans les faits, je pense que je l'ai envoyé chier début août. Je pense que je l'ai envoyé chier. Peut-être le seul appel ou l'un des très rares appels de l'année 2021. Il a été bien court et je l'ai envoyé chier. C'est des menaces de mort. Tout est prétexte, hein, tout est occasion. Voilà. Alors, donc, j'ai appris de monsieur l'adjudant, il m'a sorti le texte de loi, et je vois là qu'en gros, soit les menaces sont formulées sur support, donc on encourt temps, prison, je crois que c'est 3 ans, menace de mort,
soit c'est sur un support quelconque, donc il y a un élément probant. Soit c'est des menaces réitérées. Donc là, c'est juste oral, mais il y a récidive, quoi. Donc là, elle dit, ce jour-là, au téléphone, il m'a menacé de mort. Mais il me l'a dit plusieurs fois, ça fait des menaces réitérées, aucun support, rien. Elle fournit aucun enregistrement, elle fournit rien. Elle déclare. Voilà. Menace de mort. Donc c'est retenu, menace de mort. Non, mais bon. C'est un beau métier, magistrat, quoi. Parce on sait à quel point on a une besace pleine, quoi. Et on peut en sortir. Tu as un tutu maintenant, je te sors un tutu. Enfin, on a un objectif et on peut se donner tous les moyens de cet objectif en dépit de... Bon, en dépit de tout. Voilà. Bon, ceci dit, ça, n'importe quelle femme pourrait faire ça, hein, et n'importe quel homme pourrait être... je pense que c'est malheureusement femme-homme, hein, c'est pas très symétrique tout ça. Voilà. Donc voilà pour ce point-là. Quoi d'autre pour la suite le lendemain... Alors, j'ai pas passé la nuit en cellule, quand même. On me jugeait pas dangereux, on me jugeait pas fuyant, on va dire, ou désireux de me soustraire, comment dire, à la convocation des autorités de mon pays. Et donc, on m'a laissé rentrer chez moi à, je sais plus, 22h30, je crois, quelque chose comme ça, et me repointer le lendemain à 9h. Donc, quand je dis un jour et demi, j'ai quand même dormi chez moi. Ça compte quand même. J'ai pas goûté les cellules, donc ça, je peux pas vous en parler. Faudra compter sur un autre témoignage. J'ai pas eu cette chance. Mais je les en remercie. Je m'en passe. Bon, lendemain 9h, ça a été assez rapide, finalement. Je sais plus, ils finalisent des formalités, des trucs, je sais pas, signature. Alors, rebelote, hein, ça. Mais encore une fois, on s'en contrebalance, hein. S'il faut 15 signatures, vous prenez le temps de lire les 15 paragraphes, hein. Et vous signez que quand vous pouvez vous engager. Parce que vous le paierez, hein. Quand vous signez pour acheter un frigo, vous le paierez. On vous le fera payer. Ben là, c'est pareil. Vous le paierez. Voilà. Bon, lendemain, néanmoins, déféré, avec entouré de très très près par les mêmes, toujours, même sans menottes, entouré de très très près, mais super pro, moi je le trouve bien. Franchement, c'est leur job et ils le faisaient bien. Alors que les relations à côté de ça étaient correctes, quoi. Voilà. Les mecs sont dignes de ce qu'on peut attendre d'eux. Voilà. Je dis les mecs, en l'occurrence, c'était des hommes, hein. Ça aurait pu pas être le cas, mais voilà. Donc je suis amené déféré, là, je sais que ça s'appelle comme ça, déféré devant la substitute du procureur, celle qui était là à l'accusation et aux manettes, donc depuis la veille au moins, mais précédemment. Bon, alors elle ressemble, elle me rappelle un peu mon épouse, et surtout elle ressemble étrangement à une collègue et complice de mon épouse, au juge d'instruction par ailleurs. J'avais pas envie de lui parler à cette bonne femme, hein. Enfin, cette bonne femme, pardon, avec tout mon respect, madame la substitute du procureur. Non, mais surtout, je venais de passer pas mal de temps en garde à vue. J'avais déjà éventuellement pu dire le peu que j'avais à dire par rapport au peu qu'on me disait pour justifier l'exercice. C'est bon, je vais pas reprendre, hein. Donc j'ai rien à ajouter, madame. Donc l'autre, elle me balance en jugement, tout ça, elle veut m'infliger un contrôle judiciaire avec obligation de soins pour que je comprenne ce qui m'a amené là où j'en suis. Mais ce qui m'a amené là où j'en suis, madame, c'est juste vous, quoi. Pour finir, hein, mais précédemment votre collègue, et ainsi de suite. C'est ça qui m'a amené là où j'en suis. Bon, je n'ai pas dit ça, je vais rien dire.
Euh, pour que je comprenne ce qui m'a amené là où j'en suis. Ah ouais. Non, mais présumé coupable, quoi. Voilà, et donc il faut expliquer la chose. Bon. Bon, heureusement, donc, le juge, alors exceptionnel, enfin exceptionnel, je ne l'ai pas vu longtemps, moi, ensuite, donc, j'ai été amené directement devant la juge de liberté et de la détention, donc une nouveauté du droit français, 20 ans, quoi, donc une bonne nouveauté du droit français, parce que là, en l'occurrence, je ne me sentais pas, comment dire, en présence particulièrement bienveillante avec cette substitut procureur. En même temps, bon, son rôle, c'est pas de paraître bienveillante, sans doute. Alors que, à contrario, la juge des libertés et de la détention, donc dans laquelle j'ai été amené derrière, parce qu'il s'agit de savoir si j'allais directement en tôle en attendant, hein, par exemple. Et mais c'était pas requis. C'est pas ça qui était requis par la substitute du procureur, hein, c'était un contrôle judiciaire. Et donc elle était là pour acter ce point-là, cette privation de liberté-là. Comment dire, alternative à l'emprisonnement immédiat et préventif. Et elle a été top. Alors ça, franchement, voilà. Voilà quelqu'un qui représente dignement, par rapport au peu que je l'ai vu, la magistrature de notre pays. J'étais pas en très bonne prédisposition pour être très loquace, et elle m'a amené à parler. C'est-à-dire que cette femme était dans la communication, donc elle était dans la pédagogie. Elle a commencé par me demander, est-ce que vous savez de quoi il s'agit, quoi, un contrôle judiciaire? Bon, ben non, en fait, je sais pas vraiment. Elle m'a expliqué de quoi il s'agissait, et elle m'a amené à dire ce que je pensais des divers points qui pouvaient constituer ce contrôle judiciaire, l'obligation de suivi médical par exemple. Mais elle m'y a réellement amené, c'est-à-dire qu'elle était réellement dans l'écoute, et que je pense que j'aurais pas ramené ma fraise si elle ne m'avait pas réellement invité à m'exprimer. J'ai même été un peu pris de court. Voilà, donc vraiment, euh, euh, comment dire, un magistrat là dans l'exercice de ses fonctions d'une façon remarquable. Bon, par ailleurs, elle a fait son job ensuite, elle a acté, oui, non, tel point ou tel autre point, mais on est vraiment là dans une justice qui va prendre une décision souverainement, mais qui est dans la communication et qui donc emmène nécessairement le justiciable à comprendre et donc à accepter la décision. Concrètement, elle m'a imposé le contrôle judiciaire qui s'imposait. Je pense qu'il n'était pas envisageable de me dire non, vous repartez librement, vous allez au parc à enfants, là, vous allez vous promener. Il fallait, sur le principe qu'on m'impose un contrôle judiciaire, tout à fait injustifiable, je veux dire, inacceptable. Le principe, je m'en fous moi, pourquoi on me priverait des libertés pour le principe? En soi, c'est injustifiable à mes yeux. Mais j'ai parfaitement accepté la décision qu'elle a prise. Parce qu'elle était dans cette attitude remarquable. Voilà. Bon, concrètement, elle a passé sur l'histoire de l'obligation de soins. Mais bon, après, il s'agissait de s'assurer que je contactais pas mon épouse. Puisque j'avais interdiction. Ok. Je suis supposé l'agresser, mais à distance. Moi, les armes, en fait, on devrait m'interdire. C'est le téléphone. Personne n'a eu cette idée. Moi, arme toute catégorie, ça inclut pas le téléphone, je pense. Mais puisque c'est de ça dont on voit que je suis même pas sur les mêmes lieux, je suis pas, elle a jamais pu justifier d'un quelconque hématome, et pour cause. Bon, elle m'a jamais battu non plus, en vrai. Hein. Mais bon. Voilà. Voilà. Donc ça mérite là encore d'être souligné parce qu'il y a besoin de temps en temps de retrouver un peu foi dans les personnes qui incarnent les institutions auxquelles on se soumet par choix démocratique et républicain, quoi. Bon, par obligation aussi éventuellement, c'est pas mon cas. Moi, c'est par choix. Voilà. Donc merci
Merci à ces gens et notamment à cette magistrate-là. Merci. Sur la garde à vue, c'est à peu près tout. Un dernier point important. Un dernier point très important. Dans les couloirs du tribunal, donc, où on m'amenait sous bonne escorte, où on me déférait donc dans un premier temps chez la substitute du procureur qui pilotait tout ça, et ensuite donc comme garantie, on va dire, chez le juge des libertés et de la détention. J'avais déjà eu le droit de la part de ces gendarmes à une sorte de plaisanterie. Derrière, on vous plante là, quoi. Hein, vous avez de quoi rentrer, parce qu'on n'était pas dans la même ville. Bon, j'avais pris ça un peu comme une plaisanterie, mon avocate commise d'office étant jeune et allez, disons plutôt mignonne et tout ça. Je leur dis, ben moi, ça me va très bien, les gars. Enfin, je leur disais pas les gars, c'était messieurs. Enfin, ça me va très bien, messieurs. Je me verrais contraint de demander à mon avocate de bien vouloir me ramener. Et là, c'est nous qui allez avoir comme ça, quoi. Parce que c'est moi qui rentrerai en voiture avec elle. Bon, on était sur la plaisanterie, mais c'est revenu plusieurs fois, cette histoire de vente-là, tu sais. Bon, il s'est avéré que... Donc, ils m'ont ramené. Ils m'ont pas laissé planter là sur les marches du tribunal, parce que sinon, ils m'auraient reconduit jusqu'à l'extérieur du tribunal. Et leur mission, en fait, s'arrête là. Hein. Ils vous déportent dans une autre ville, éventuellement en autopoint. Et puis, une fois terminé, ils vous ramènent jusqu'à l'extérieur du tribunal, parce que dans le tribunal, il faut surveiller. Et là, vous êtes libre, monsieur. Ciao. Leur mission s'arrête là. Et vous vous retrouvez comme un con. Donc moi, aujourd'hui au RSA, il me restait, je sais pas, 4 ou 5 euros sur mon compte, moi. Je touche mon RSA le 6 ou le 7. On était le 4. Il me restait pas 5 euros sur mon compte. Je fais comment pour prendre un taxi, moi? Donc ça, c'est quand même relativement important, quoi. Et il serait bon que nos législateurs fassent attention à ce point précis. On déporte quelqu'un qui n'est pas encore coupable. On le déporte quelque part et on le laisse planter là. Les missions des forces de l'ordre s'arrêtent là. On ne le ramène pas à son véhicule. Hein. On ne le ramène pas au lieu où il a été convoqué. Qu'il se démerde. Bon, voilà, à mon avis, il y a un truc à changer là quand même. Il y a un truc à changer. Parce que j'ai cru comprendre que les gardes à vue se passant pas toujours très bien, que, comment dire, les convoqués étant pas toujours dans les meilleures dispositions, ils n'ont pas toujours la meilleure attitude par rapport aux forces de l'ordre, et ceci, au moins dans le cas de ces gendarmes, cette brigade de gendarmerie, je le confirme, se sentant obligés néanmoins de se comporter correctement comme les représentants de l'État qu'ils sont, et ils encaissent. Et quand ils arrivent à cet épisode final, ils ont enfin la satisfaction personnelle de pouvoir le planter là. Voilà. Bon, je comprends que s'ils ont eu à encaisser tout ça et qu'eux se sont comportés correctement en vertu de leur uniforme, je les en loue. Mais c'est pas pour autant qu'il faut leur fournir la possibilité de ce plaisir au final, parce que là, c'est l'État français qui déporte quelqu'un qui n'est pas encore coupable et qui le laisse planter là comme une merde. Il a rien demandé, le gars. Voilà. Je trouve ça assez choquant. Je trouve ça assez choquant, même si je peux comprendre qu'après, il se fasse plaisir là-dessus. Moi, je trouve ça choquant. Bon, dans mon cas, encore une fois, nos relations ont été correctes, hein, toujours correctes, voire un peu plus, quoi. Et voire un peu plus. Bon, correct. Et en tout cas, toujours respectueuse des uns par rapport aux autres. Et donc, moi, ces gens-là ont pris la peine de me ramener. Et c'est quand ils m'ont déposé devant mon véhicule que je constatais qu'ils ne rentraient même pas dans le parking de la gendarmerie, que j'ai appris qu'en fait, ils retournaient vers Dax. C'est-à-dire que réellement, sans la moindre obligation, dans les textes, ils ont fait le taxi. Et ils m'ont, je les en remercie, ramené jusqu'à mon véhicule, plutôt que de me laisser planter à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. Donc,
Encore une fois, il y a un exemple de leur comportement tout à fait louable, mais j'ai cru comprendre que c'était assez exceptionnel. Hein, c'est en tout cas loin d'être courant. Voilà, donc je leur remercie, d'autant que ensuite ils partaient en week-end, hein, donc ils ont pris sur leur week-end là pour me ramener. Voilà, ce point mérite d'être souligné parce qu'il est choquant par ailleurs. Hein, cette possibilité de déporter quelqu'un qui n'est pas coupable et de le laisser planter là, qu'il se démerde, je trouve ça choquant et à vrai dire, mais tout à fait inacceptable. Tout à fait inacceptable. On le ramène sur les lieux où on l'a convoqué. Moi, j'avais garé ma voiture devant la gendarmerie de cette bourgade-là. Vraisemblablement, ils l'ont fait, mais ils auraient dû être légalement, procéduralement contraints de le faire. Enfin, là, ils l'ont fait parce qu'ils ont été bien gentils, et encore une fois, je tiens à les en remercier. J'aurais pas été dans la merde, sinon. Petite anecdote notable et très significative. Pour finir ce récit de cette garde à vue. Et avant de traiter un dernier point très intéressant sur cette expertise médicale qui aboutit à 10 jours d'ITT et donc à ma pré-condamnation pour 5 ans. Petite anecdote, il m'a fallu à de nombreuses reprises, comme déjà dit, sortir prendre l'air. J'avais besoin de respirer, faire passer mes nausées, voire d'autres fois simplement de m'extraire un petit peu de ce contexte qui, indépendamment du bon comportement de nos forces de l'ordre, est assez oppressant, quoi. Et où on se doit d'être vigilant et attentif à tout ce qui se passe et à tout ce que l'on dit. Et donc, à l'une de ces occasions, jamais seul, bien sûr, je sors dans la cour, devant la porte, hein, la cour de la gendarmerie, toujours, bien entendu, toujours sous bonne garde, toujours à vue. Et donc, monsieur l'adjudant sort avec moi et nous avons là, du coup, des discussions informelles. On continue à discuter, on échange quelques mots, quoi, mais informelles. Je ne sais pas si dans une garde à vue, il y a quelques moments et quoi que ce soit qui soit informel. Néanmoins, ça paraît informel. Mais je vous mets en garde, il y a, je pense, strictement aucun moment qui soit une parenthèse à la garde à vue et il n'y a rien, jamais, qui ne soit informel, je suppose. En tout cas, partez de ce principe. Bon, en l'occurrence, il ne cherchait pas à me tiger, ce monsieur. Nous avons, à l'une de ces occasions, disons, informelles, petit échange, c'était la matinée du deuxième jour. Et dans la nuit, j'avais réalisé que tout de même, c'est fou ça. Donc, madame, il suffit qu'elle aille voir un psy, alors le bon psy, bien sûr, un psy, expert judiciaire, tout ça, psychiatre, elle va voir le bon psy, enfin le psy qui va bien, et lui raconte ses malheurs, voilà. Elle dit, je suis en dépression et tout. Je me suis dit, oh bah oui, vous êtes en dépression, madame, c'est la faute à votre mari, quoi, c'est la faute à votre conjoint. Bon, donc elle va voir un psy, il lui dit, oui, vous êtes dépressive, et bam, moi j'en prends dans la gueule pour 5 ans potentiellement. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Alors c'est étonnant, c'est ça qui m'est quand même arrivé dans la nuit, donc c'est pas plus mal, une garde à vue qui dure plus d'une journée. Hein. Et que tout d'un coup je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que un an auparavant, mi-octobre, moi je suis remonté voir mes enfants, mais précisément parce que j'avais été arrêté, alors par un médecin généraliste, hein, chez lequel mes collègues de travail m'avaient pris rendez-vous, constatant le sale état dans lequel j'étais au boulot. Et ce médecin-là, que j'ai voyé donc pour la première fois, m'a arrêté pour, a-t-il mis, dépression réactionnelle. Donc il m'a arrêté 15 jours et surtout, il ne m'a pas obligé, à rester au domicile, au contraire. Et il m'a recommandé de remonter voir mes enfants. Ce que j'ai fait. Ça m'a coûté cher.
C'est le point de départ, mais je remercie ce monsieur. Hein. Mais c'était sans compter sur les mesures incroyables que prendrait la mère de mes enfants. Voilà, ceci dit donc... Alors madame va voir un psy, elle dit « Oh, je suis dépressive !» Et moi j'en prends pour 5 ans. Mais moi, un an avant, j'étais allé voir un psy et clairement j'avais été arrêté pour dépression réactionnelle, était-il. Et alors, je pourrais lui en mettre pour 5 ans. Et là, monsieur l'adjudant, spontanément, me dit « Ah, bah ça pourrait expliquer, du coup, comment vous êtes comporté. » Donc je lui ai fait remarquer quand même le biais interprétatif qu'il y avait là, quoi. C'est quand même ahurissant. Madame se dit en dépression, mettons, est constatée en dépression, et j'en prends dans la gueule pour 5 ans. Moi, précédemment, j'étais constaté en dépression, et ça explique juste, peut-être, pourquoi il faut que j'en prenne dans la gueule pour 5 ans. C'est pas dingue, ça? C'est pas dingue, ça? Le constat de dépression de madame fait de moi un coupable, et le constat de dépression de moi-même justifie, sans doute, permet de justifier en quoi je suis coupable. Pourquoi j'aurais été coupable? Parce que, étant dépressif, j'aurais pu me comporter donc mal, me montrer plus agressif, et ainsi de suite. C'est QFD. C'est à sens unique, c'est incroyable, hein. Et encore une fois, monsieur l'adjudant, il s'est comporté correctement, il ne semblait pas avoir quoi que ce soit contre moi, ni chercher à tout prix à m'envoyer derrière les barreaux, hein. Bon, bien sûr, il cherchait à entretenir de bonnes relations de travail, professionnelles, avec madame la substitute du procureur qui le pilotait, tout ça, bien sûr. Bien sûr. Mais, ceci dit, il faisait son truc plutôt correctement, mais là, de façon spontanée, il montre à quel point ce genre d'exercice est mené à charge. Voilà. Donc c'est tout de même, je trouve, particulièrement significatif, quoi. Et ça, c'est l'histoire de ma vie depuis 15 mois. Hein. Voilà. C'est l'histoire de la justice française telle que moi, elle m'est donnée. Il m'est donné de la voir depuis 15 mois. Voilà. Anecdote, encore une fois, informelle. Hein. Monsieur s'est engagé à rien quand il m'a dit ça. Hein. Il me disait ça tout... Encore une fois, c'était une discussion informelle, plutôt sympa, quoi. Voilà, mais ô combien représentative. Conséquences graves, quand même. Bon. Voilà pour ce récit de cette garde à vue. Sachez que, bon, si vous êtes en garde à vue, vraisemblablement, et même si vous êtes bien traité, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, j'espère que c'est le cas en règle générale, et moi je confirme que ça a été mon cas, vous êtes présumé coupable, quoi, et vous serez traité comme tel. On est là pour pas louper le moindre élément qui puisse aller dans le sens de votre inculpation. Point à la ligne. C'est ça l'exercice. Voilà. Pour ce que j'ai cru en comprendre. Voilà en tout cas mon expérience de la chose. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. Alors, j'entame ici un second point, on va dire, peut-être plus personnel, puisque ici, vous aurez compris que tout repose sur les déclarations de madame. Point. Mais déclarations qui sont pondérées, qui sont quelque part validées, qui sont actées par cet ITT de 10 jours qui chiffre les dommages et qui permettent donc d'emblée, non seulement de faire de moi un coupable, mais de me faire encourir non 3 ans pour violence conjugale, mais 5 ans pour violence conjugale aggravée. Tout repose là-dessus. Voilà. J'en saurais rien, je crois. Je crois que sur la garde à vue, ça m'a même pas été lu, cette histoire. Bon, sauf... j'étais pas dans le meilleur des états non plus, c'est long, bon... j'aurais pu oublier, je crois pas. Encore une fois, je crois pas qu'on m'ait donné plus d'indications que ça.
Alors par contre, donc, et ce dossier, je l'ai toujours pas. Donc, on est aujourd'hui le 24 janvier 2021. La garde à vue s'est déroulée les 3 et 4 décembre 2020. Dans la foulée, je suis allé essayer d'avoir un avocat, qui accepte l'aide juridictionnelle, ce qui n'était pas le cas de l'avocat commis d'office pour la garde à vue. Elle est supposée se procurer le dossier déjà, voilà, c'est la base. Je l'ai toujours pas, ce dossier. Donc, je sais toujours pas, en fait. Je sais toujours pas, moi. C'est quand même... Si, c'est drôle. Enfin, derrière, les conséquences peuvent être... Mais enfin, c'est un absurde qui rend la chose un peu drôle. Moi, j'ai assez peu d'occasions de me sentir joyeux ou gai. Et ça, vous voyez, ça m'apporte un peu de drôlerie, tout au moins. Ça me fait sourire. C'est déjà pas mal. Je sais toujours pas. Alors, ceci dit, comme par ailleurs, c'était un peu la même histoire enfin, c'est un peu la même histoire. Et j'avais pas plus de billes, j'étais pas plus informé de l'interdiction de disparition qui me frappait, qu'avait ordonné la très compréhensive collègue choisie pour cela par mon épouse. J'ai néanmoins fini, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, que j'ai fini par me procurer quand même tout le dossier concernant la demande de protection formulée par Madame mon épouse et l'ordonnance de protection, que je dis ordonnance de disparition, je ne vois pas comment on peut la qualifier autrement. Voilà, et donc j'ai ce dossier, c'est tout ce que j'ai en fait. Alors là-dessus, moi, le point qui m'aurait réellement intéressé, bon, j'ai pas eu la force de le regarder auparavant, mais suite à la garde à vue, quelques temps après, je crois, oui, je suis allé voir, parce que déjà, moi, le seul truc qui m'intéressait, c'était les déclarations de mes enfants. Point. C'est pas dedans. Apparemment, là, on est dans des éléments dédiés au pénal, quoi. C'est pas dans le dossier de demande de protection. Donc, elle a fait déclarer les enfants, je sais pas dans quel contexte, je sais pas comment, mais juste pour le pénal. Juste pour éventuellement me faire envoyer en prison pour 5 ans pour des accusations de violence conjugale. Bon, c'est le point principal qui m'aurait intéressé. Et cependant, dans ce dossier d'ordonnance de disparition, on va trouver quelques éléments, mais on va trouver là, en pièce numéro 4, la justice de notre pays, j'imagine, ne m'interdit pas d'évoquer le sujet. En tout cas, comme on dit peut-être maladroitement, c'est un jeu de mots, je prends le gauche. Je vois pas en quoi on pourrait me priver de cette liberté-là. En pièce 4, fournie dans la demande de protection de madame, je vois là, copie de l'arrêt de la cour d'appel, non c'est pas ça, compte rendu d'examen du professeur Untel, psychiatre, concernant madame, mon épouse Fernandez, en date du 13 juillet 2020. Voilà, donc je consulte la pièce, puisqu'il se trouve que c'est la pièce maîtresse au pénal. Je vais consulter la pièce, et chose tout de même assez frappante dès le début, en tête du document, service de chirurgie, obstétrique, je sais pas quoi. Oh, c'est étonnant. Bon, je lis les déclarations sur demande du praticien là ou du je sais pas quoi. Madame précise bien, voilà. Sur question de l'expert, elle signale toutefois qu'elle n'a jamais été victime de coups ou d'insultes. C'est bien. Ailleurs,
elle précise que je l'ai jamais violenté ou que, non, mais je l'ai jamais forcé à avoir des relations sexuelles. Bon, en 30 ans. Et je peux dire, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mais bon, elle le précise. Voilà, il n'est pas question de coups, il n'est pas question de violence physique, en quoi que ce soit, et dit-elle même, ou d'insultes. Hein. Alors, on serait plus déjà dans les violences psychologiques. Donc, elle dit elle-même, là, à l'expert, que je l'ai jamais insulté. C'est quoi les violences psychologiques que j'ai fait depuis 2013, ou depuis 2015, ou depuis je sais pas combien d'années? Déjà, ça rend les trucs quand même un peu... Merde, alors. Ah, je comprends pas bien, quoi. Déjà, ça laisse un peu... Bon, ok. Après, on s'en fout, l'autre, il a mis 10 jours d'ITT, basta. Hein. Ça suffit à tout le monde. Bon. Mais, ceci dit, quand même, ma surprise... ma surprise initiale est complétée quand même par la signature de monsieur le médecin expert, quoi. Hein. Donc, professeur Untel, chirurgien des hôpitaux. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais vu en tête, quoi. Chirurgien des hôpitaux, non, parce que madame, elle, dans ses pièces, elle dit psychiatre. Non, chirurgien. Je sais pas, moi, quand on voit le nombre d'années qu'il faut pour être, docteur en médecine générale, quoi. On peut faire, pour ouvrir un cabinet de médecine généraliste. Il faut déjà être docteur en médecine, quoi. Ensuite, il faut faire une spécialisation qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc pour les meilleurs d'entre eux, je suppose, il faut faire une spécialisation quelconque. Quand on fait une spécialisation en chirurgie, donc ça prend encore quelques années, et puis derrière on a les portes qui s'ouvrent devant soi, quoi. Et monsieur chirurgien, il aurait fait en plus, je sais pas combien d'années de spécialisation en psychiatrie. Je sais pas si ça existe, moi, ce genre d'énergumène qui a cette double spécialisation chirurgie-psychiatrie, mais là, on est dans des profils particuliers, hein, si ça existe. Donc, a priori, je suis assez sceptique quand je dis chirurgien, je me dis, mais monsieur, il peut pas être psychiatre, alors. Alors, je me renseigne, je regarde un peu sur Internet, quoi. Mais non, monsieur, il a un putain de pédigré, hein. Monsieur, il est non seulement chirurgien, mais il est chef de service de chirurgie. Chirurgie, je sais pas quoi. Donc il est, je sais pas quoi, au pôle, ou peut-être chef du pôle médecine légale, ou quelque chose comme ça. Parce que monsieur, il est diplômé de médecine légale. Et monsieur, il est enseignant dans ce domaine-là, à la fac, et il est même doyen de la faculté. Enfin, c'est bon, monsieur, il a un bon pédigré, mais nulle part, il y a psychiatre. Hein. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec lui en psychiatrie, vous ne trouverez pas. Il ne va pas être psychiatre, je comprends pas bien. Alors, je regarde, je sais pas moi, dans les documents officiels sur les experts, et je trouve effectivement ce professeur-là. Attention, il n'est pas seulement expert auprès de la cour d'appel. Monsieur est expert auprès de la cour de cassation. Excusez du peu, quoi. Il est expert auprès de la cour de cassation. Ah ouais, mais dans la rubrique dommages corporels, quoi. Pas dans la rubrique psychiatrie. Monsieur n'a rien d'un psychiatre. Et n'a rien d'un expert judiciaire en psychiatrie. Et monsieur, il constate aucun dommage corporel. Il le signale même pas. Il signale même pas qu'il en constate pas. Par contre, il reprend les propos de madame. Il lui pose la question et elle dit non, mais il m'a jamais battu. Et donc, elle dit même, jamais insulté. C'est quand même énorme. Donc, monsieur écrit, elle m'a jamais battu. Évoque même pas un quelconque signe extérieur de maltraitance pouvant justifier une ITT, enfin des dommages corporels. Mais non, c'est pas le sujet, puisqu'il s'agit de dommages psychologiques. Oui, dans ce cas-là, j'aurais attendu que monsieur soit psychiatre, quand même. Je me dis, tout est plié. Il y a un mec qui me met dans la gueule 10 jours d'ITT, bon, les accords de madame, mais c'est à moi qui les fout dans la gueule. C'est à ça que ça sert, hein. Sinon, on va juste voir un généraliste et on lui demande, arrête-moi 10 jours, hein. Donc, monsieur me fout 10 jours dans la gueule pour dommages psychologiques. Oh, je me disais, allez quand même aller voir qui va bien, quoi. Non, il est même pas psychiatre.
Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Alors ça me semble tellement déplacé, pour ne pas dire, je sais pas moi, pour ne pas dire ridicule, grotesque. C'est à se demander comment monsieur a pu faire ces ITT-là. En vertu de quoi il s'est permis d'en foutre sur la gueule comme ça au mari de madame. Il l'a trouvé sympathique, cette madame. Et alors, il est qui, lui, pour faire ça? Alors légalement, je sais pas. Peut-être que légalement, on s'en balance. Il n'a pas besoin de pouvoir justifier d'une quelconque compétence en psychiatrie pour pouvoir non seulement constater que madame est ceci ou cela, dépressive, ceci, parce que, bon, lui, ce qu'il connaît, c'est les entrailles. Je sais pas lesquelles, je sais pas quel est son domaine particulier de chirurgie, mais enfin, lui, ce qu'il connaît, c'est l'intérieur. Puis après, il connaît du coup les cicatrices, il connaît les hématomes, il connaît... Non, mais là, il s'agit pas de ça, quoi. Non, monsieur constate que madame, elle est pas bien. Et que c'est la faute de monsieur. Je sais pas, quoi. Là, ça me fait plus rire. Sinon, ça sera se taper le cul par terre, quoi. Alors, pardon, parce que monsieur a un putain de pédigré, je l'ai déjà dit, et monsieur est quand même quelqu'un particulièrement respectable. Comment en arriver à s'interroger, sur ses motivations et son initiative? Ah ouais, mais juste, je suis sur le cul. Excusez-moi, je comprends pas. Voilà, mais je suis pas le seul à pas comprendre, hein. Je suis pas le seul à trouver qu'il y a là comme un hic et que ça présente pas bien. Parce que madame, mon épouse, elle, une fois qu'elle a récupéré le bignou, quand elle le met dans son dossier de demande de protection, pièce numéro 4, faite par le professeur Intel, psychiatre. Elle trouve que ça fait mieux quand même de présenter ce monsieur comme psychiatre, ce qu'il n'est en rien. Ouais, elle sait très bien qu'il n'est pas psychiatre, hein. N'en doutons pas. Bon, mais elle en a rien à foutre, elle. Elle en a rien à foutre de ce qui est vrai, pas vrai. Elle, c'est ce qui présente et ce qui lui permet d'arriver au résultat souhaité. Je pense que vous l'aurez compris. Les exemples, j'ai que ça. Dans sa situation, elle aurait pu me descendre, en respectant la loi. Elle était en bonne situation quand même. Si elle voulait me descendre, elle aurait pu me descendre. Mais ce qui est absolument dingue dans cette histoire, je sais pas quelle perception elle a de la justice et de son métier et de ce système, mais il faut qu'elle manipule et qu'elle triche. Ça fait peur. C'est ça qu'elle a appris. Parce qu'elle est magistrate que depuis 5 ans. C'est ça qu'elle a appris. C'est ça qu'elle a vu autour d'elle. C'est comme ça que marche notre système judiciaire. Donc, vous voyez, indépendamment de cette condamnation qui ne saura manquer de tomber parce que c'est fait pour, point à la ligne. Mais ce qui me préoccupe au plus haut point, parce qu'il n'est pas question ici de mes enfants, juste au pénal. Sinon, le reste, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui me préoccupe du coup ici au plus haut point, c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette justice, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qui s'impose à nous de cette façon-là? Voilà. Alors, j'en reste là pour ce long deuxième volet de cette série Expérience de la justice française. Si je vous ai pas écœuré après le premier, si je vous ai pas écœuré après le second, eh bien, c'est pas le second, c'est que le deuxième, il y en aura d'autres. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, à vous qui êtes assez patients pour m'écouter jusqu'au bout. Ciao, ciao.